Radio, scanner, à partir de quand l'exposition aux rayons X est-elle dangereuse? On voit ça tout de suite avec mes invités. Sur le plateau de Capital Santé, le docteur Laurence Rocher, vous êtes radiologue au CHU du Kremlin-Bicêtre, et le docteur Volodya Dangoulov-Ross, vous êtes chef de clinique en radiologie pédiatrique à l'hôpital Necker. Alors, dans notre quotidien, on est entouré de rayons, téléphone mobile, Wi-Fi, micro-ondes, mais la plupart ne sont pas des rayons ionisants. Alors, ces rayons ionisants, pourquoi on les utilise en radiologie? Qui se rappelle de ces cours de physique? Allez. Je vais commencer. L'idée, c'est que ces rayons, c'est des rayons qui vont interagir avec la matière comme tous les autres et qui vont être plus ou moins arrêtés par les différentes structures, notamment celles du corps humain. Et en fonction de à quel point elles sont arrêtées, on va être capable de reconstruire une image soit en 2D pour les radios, soit en 3D pour les scanners, et de voir des zones, du coup, essentiellement plus ou moins denses, qui arrêtent plus ou moins ces rayons. Typiquement, l'os qui va les arrêter beaucoup, l'air qui va très peu les arrêter. Donc c'est à ça que ça va nous servir pour créer des images et analyser et rechercher des pathologies sur ces images, bien sûr. On continue l'interro. Alors, je vais vous citer des technologies techniques. IRM, échographie, EOS, radiographie, scanner, élastographie. Alors, parmi toutes ces techniques, lesquelles utilisent des rayons et lesquelles n'en utilisent pas? Les radiographies, le scanner utilisent les rayons X. Les ultrasons, l'IRM, l'élastographie qui peuvent se faire par ultrason ou par IRM n'utilisent pas de rayons ionisants. Ok, donc les rayons X, ça concerne simplement les radiographies et le scanner. Et le scanner. Tout le reste, pas de rayons. Et les hausses, du coup. Et les hausses. Et les hausses. Forme un peu Okay. particulière. Bon, les hausses, c'est assez particulier, c'est pour la colonne vertébrale, Voilà. c'est ça, on fait des radios en charge de la colonne vertébrale. Alors, est-ce qu'on a peur d'avoir, est-ce qu'on a raison d'avoir peur des rayons? Parce qu'à l'état naturel, notre corps absorbe des rayons tous les jours. Ouais, disons qu'effectivement, les rayons, je crois qu'actuellement, ça représente environ un tiers l'exposition liée aux pratiques médicales. Je pense pas qu'à l'échelle individuelle, on ait raison d'avoir peur parce que ça reste assez modéré. Maintenant, c'est à l'échelon soit d'une population où le fait d'irradier le plus souvent tout le monde, statistiquement, on va avoir plus d'effets secondaires. Et après, c'est sur des patients qui vont avoir des suivis longs, qui vont avoir beaucoup d'examens, que le problème va se poser et qu'effectivement, il va y avoir des risques qui deviennent moins théoriques, disons, et un peu plus personnels pour des cas d'exposition répétée et importante. Et c'est pour ça qu'on fait attention à irradier le moins possible. Alors, à l'état naturel, par contre, les rayons, on en a besoin. Par exemple, je crois qu'il faut 10 minutes pour produire la vitamine D, de l'exposition aux rayons tous les jours, c'est ça? Voilà. Mais là, on parle de rayons ça, c'est solaires. Rayons naturels. Oui. Donc, les rayons, ils nous servent, on en a besoin. Et si on reprend cet exemple du soleil, c'est pareil, il ne faut pas en abuser. Oui, tout à fait. Il ne faut pas en abuser. De quoi a-t-on peur, en fait, avec les rayons? Autant en parler. Dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qui est associé aux rayons ionisants? Le cancer, les malformations, liées finalement aux conséquences que connaît le grand public, je dirais des bombes. Et tout ça est un peu associé et faussement associé. En imagerie, et pas en thérapeutique, mais en imagerie diagnostique, on est complètement en dehors de ces doses. On a un petit tableau, justement, qu'on va voir à l'écran. Une radiographie d'un membre, c'est 1,5 jours d'exposition naturelle. C'est ça? Une mammo, c'est 20 jours. C'est ça? Voilà, en moyenne, bien sûr. Ça dépend un petit peu des machines qui sont utilisées, du réglage de la machine. C'est pour ça que, effectivement, quand on regarde ces chiffres, on se dit, bon, effectivement, n'en abusons pas. Mais finalement, on n'a jamais eu de risque démontré des rayons X dans l'imagerie diagnostique quand elle est appropriée et dans les doses qui sont requises. Alors, j'ai une question à vous poser, elle est un peu polémique. Est-ce qu'on fait trop de scanners ou trop de radios en France? Je ne pense pas qu'à l'échelle nationale, on puisse se dire qu'on en fait trop, qu'il
qu'il arrive que ponctuellement des patients aient trop d'examens, ça doit arriver, mais je crois que les cas démontrés, les recours sont assez inexistants là-dessus parce qu'on fait attention, je pense tout simplement, nous en tant que radiologues et puis les C'est-à-dire autres que vous, en médecins tant que aussi, radiologue, je pense, vous êtes sensibilisé à ce problème des rayons et vous nous dites, nous, on fait particulièrement attention Bien sûr, ouais. à ce que tous les actes soient justifiés. Oui, C'est ça le mot justification est particulièrement approprié. Et c'est vrai que même sur la formation initiale, la notion de justification, même pour la formation de tous les médecins et évidemment des radiologues encore plus, on va insister là-dessus, dire que tout examen non nécessaire ne doit pas être fait, qu'on ne fait pas un examen juste pour rassurer le patient ou juste rassurer le médecin parfois, mais qu'on le fait quand il y a un vrai bénéfice clinique qui est attendu, un vrai intérêt pour la prise en charge du patient. Et à l'inverse, on ne doit pas se priver d'un examen qui va être un examen extrêmement fiable et qui va nous apporter quelque chose. Oui, effectivement, on change un petit peu les médecins changent un peu leur façon de faire. C'est-à-dire que effectivement, on ne fait pas un examen pour se rassurer. Néanmoins, on sait que dans une certaine présentation clinique, on peut parler par exemple de la suspicion d'embolie pulmonaire, dont les symptômes peuvent être variés. Une douleur thoracique, ce qui est un symptôme assez fréquent, eh bien, il y aura, avec certains critères cliniques, une indication d'un angioscanner thoracique et un certain pourcentage de ces angioscanners thoraciques seront normaux. Mais ça ne veut pas dire que l'examen n'était pas justifié, parce qu'on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Donc c'est toujours le problème du bénéfice-risque. Il ne faut pas se priver d'un examen, mais il ne faut pas faire des examens non justifiés. C'est ça Eh oui, ce que vous nous dites? tout à fait. Hein, c'est ça. C'est la responsabilité de l'ensemble des médecins de savoir poser les bonnes indications, de bien les expliquer aux patients, que le patient également ait bien la bonne compréhension de l'intérêt de cet examen, de parler des risques aussi, et après, effectivement, d'en obtenir le résultat. Alors vous dites que c'est la responsabilité des médecins de demander les bons examens. Mais aujourd'hui, l'imagerie, elle évolue très très vite, elle est très complexe. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau mode de dialogue à inventer entre les médecins et les radiologues et que le médecin dise, bon ben voilà ce que je recherche plutôt que voilà ce que je prescris? Je pense que c'est une démarche qui... Donc la démarche de dialogue avec les médecins cliniciens, entre médecins cliniciens et médecins radiologues existe déjà avec cette idée de toujours essayer de substituer les examens, de dire si on peut éviter le rayonnement ionisant et substituer par, on l'a dit, une échographie, une IRM, essayer de le faire. C'est vrai qu'actuellement, c'est un type d'examen est prescrit. C'est quand même pas rare qu'on puisse contacter notre correspondant, lui dire « écoute, je pense qu'il faudrait mieux faire tel ou tel examen, ce sera plus performant en évitant ces rayons-là ». Et ça se passe bien. Tout le monde le prend bien, ce genre. Et ça se passe souvent bien. Je veux dire, je pense que les générations actuelles souvent sont bien, ça veut baignées dire que parfois ça se passe mal. Il y a toujours des égos en médecine, mais enfin, je pense que maintenant tout le monde est baigné dans cette notion d'essayer de limiter l'exposition, même si on sait qu'effectivement, si c'est justifié, il faut le faire, mais d'essayer de substituer quand c'est possible, en apportant une information aussi bonne, voire parfois meilleure. Moi, je voulais éventuellement rebondir. Allez-y, oui. Je dirais pour quand même une grande majorité des examens, ne serait-ce que pour des problèmes d'organisation et de prise de rendez-vous, ça me semble, la plupart des médecins sont au fait de la bonne indication et de la justification de la prescription. Par contre, pour effectivement, par exemple, comme en pédiatrie ou pour des examens plus spécialisés, effectivement, c'est ce qui se passe très souvent. C'est-à-dire qu'on a un appel en disant voilà, mon patient a tel symptôme, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on commence par une échographie? Est-ce qu'on va d'emblée au scanner? Ou est-ce qu'on fait une IRM? Donc il y a un vrai dialogue et vous avez un Voilà. vrai rôle de conseil. Exactement. Voilà. C'est du vrai quotidien. Alors la tendance, on a parlé des doses d'exposition aux rayons, la tendance du matériel, c'est toujours plus précis avec moins de doses? Ça va être d'optimiser à chaque fois ce rapport entre la précision et la dose. L'idée, c'est que, effectivement, on va pas voir... En pédiatrie, ça va vraiment être une problématique de se dire qu'est-ce qu'on va privilégier entre la performance et la dose, avec toujours cette histoire de bénéfice-risque, où parfois on va vraiment arriver à tirer les doses vers le bas, en mettre le moins possible, en maintenant, finalement, on va maintenir une qualité d'examen identique en baissant les doses. Et c'est vrai que ça, les constructeurs ont beaucoup travaillé là-dessus. Je vous pose la question parce que ça nous ramène à la question des investissements, c'est-à-dire qu'il faut avoir du matériel dernier cri si on veut moins de doses. Et le matériel dernier cri, il coûte de l'argent, bien évidemment. C'est ça?
Ah oui, c'est sûr qu'il y a des questions là-dessus, que ce soit en radiographie standard ou en scanner, effectivement, les équipements se renouvellent souvent, que ce soit le côté purement physique ou le côté traitement informatique qu'il y a derrière pour réduire la dose. Et c'est sûr que tout ça a un coût et que... Mais on ne a peut du pas mal se à contenter échapper. d'un vieux scanner de 20 ans en disant on l'amortit. Ce serait pas raisonnable. Non, mais En d'ailleurs, ça termes- ne se fait pas. Oui. Il y a quand même beaucoup de précautions en France pour que les patients soient protégés. On avance très vite parce que l'émission avance vite. Les populations à risque. Enfants, Enfant, c'est sûr que c'est pour ça que nous, ça va être vraiment une problématique, c'est de se dire, déjà, il y a une plus grande sensibilité chez l'enfant en croissance, et puis surtout, il y a l'idée de se dire que ces enfants qui, en 2018, ont leur examen, ils vont peut-être avoir des scanners tous les ans, ensuite, jusqu'à la fin de leur vie. Il va falloir limiter, essayer d'optimiser les choses pour répondre aux questions en irradiant le moins les personnes possible. âgées. Par rapport à la dose, moins que les enfants, bien sûr. Les personnes âgées, dans l'hypothèse éventuelle et théorique d'une augmentation du taux de cancer après des années d'exposition, pour les personnes plus âgées, je dirais c'est moins la problématique. La problématique va être plus peut-être dans l'injection de produits de contraste si le patient a une insuffisance rénale, et c'est pour ça qu'on demande systématiquement un contrôle du dosage de la créatinémie chez ces patients. Personnes en rémission de cancer. Personne en rémission de cancer, le scanner et le plus souvent l'examen clé et le bénéfice-risque est largement du côté de la pratique de l'examen. Quand ce sont des sujets jeunes, je vais laisser mon collègue répondre. Alors très vite, il nous reste une minute. Oui. Bon, effectivement, pour répondre, c'est vrai que le scanner, là, le bénéfice-risque ne se pose pas la question entre rater une récidive ou faire un examen irradiant. On peut y aller. Après, nous, on va souvent aller à l'IRM, mais c'est des questions de recrutement pédiatrique aussi Pour différentes. conclure, vite fait, on peut dire que ces rayons qui sont nocifs, on les utilise aussi en interventionnel, pas simplement en diagnostic, pour aller tuer des tumeurs, c'est ça? On va s'en servir pour deux choses en interventionnel. D'une part, pour guider un traitement interventionnel qui serait par aiguille ou choses comme ça. Et d'autre part, effectivement, Donc pour moins tuer des tumeurs. invasif, éviter les organes, voilà. Et ça va permettre des suites plus simples, Voilà, et plus l'ambulatoire. rapides. Exactement, tout ce qui est prise en charge en ambulatoire qui se développe actuellement. Par contre, ne faisons pas l'amalgame avec la radiothérapie, pour laquelle les rayons sont en dose plus importante et qui, elle, va tuer des tumeurs. D'accord. Voilà. Oui, radiologie, radiothérapie, Voilà. différent. Et la radiologie L'amalgame. interventionnelle, ce n'est pas les rayons D'accord. qui vont traiter, ils vont juste guider. Et les doses sont sans Quelques commune conseils en bref, il nous reste 30 secondes. Le scanner, c'est comme la radio et le scanner, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà. On doit conserver ces clichés pour éviter les examens redondants Ou les CD, ou les CD. On doit apporter ces examens antérieurs. tout à fait. Voilà. Et pour pouvoir les comparer avec ceux du jour. Bah, écoutez, c'est parfait. J'espère qu'on y voit plus clair dans la radiologie. Je rappelle le site qui est très informatif de la Société française de radiologie, qui est www.sfrnet.org. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.